Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, ce matin, nous évoquerons les adoptions d'animaux. Alors, accueillir un animal, c'est bien. À la maison, se poser les bonnes questions, c'est encore mieux. Quelles sont les clés pour une adoption responsable ? Eh bien, Jennifer Gavel, responsable du refuge SPA de Rennes, nous dira tout ce qu'il faut savoir. Nous aborderons ensuite un sujet délicat avec le docteur Marion Pierre du CHU de Rennes. Elle est responsable de l'unité d'audition des mineurs victimes de violences et elle nous expliquera comment cette unité recueille la parole des enfants. Dans le cadre de la Semaine de l'Europe, nous nous intéresserons aussi au dispositif de mobilité Erasmus pour les étudiants et pas que. Comment évolue-t-il ? Nous ferons le point avec Maëlle Flo, directrice des relations internationales à l'université Rennes. Et puis nous vous présenterons Patrivia, cette start-up soutenue par Stéphane Bern, démocratise la culture et fait rayonner sur Internet le patrimoine français en combinant à son portail un service de billetterie centralisé en ligne pour 350 monuments. Son président fondateur, Maunoir de Massol, est breton et il est avec nous ce matin. Enfin, comme chaque mardi, nous ferons un zoom sur un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Cette semaine, nous accueillons Margot et Florian, responsables du bistrot épicerie Le Mélardi à Locmélard, près des Monts d'Arrée. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Bonjour à toutes. Ah, on n'est que des filles, dites donc, sur le plateau ce matin, pour l'instant en tout cas. Enfin non, pas tout à fait, parce qu'il y a un petit Rocky avec nous, un petit chien qui est en train de se cacher dessous. On va parler des adoptions d'animaux ce matin. Et oui, il est content, effectivement, on voit bien. Ça vous inspire quoi, justement ? Je sais que vous adorez les animaux, Catherine. Oh, c'est même plus un secret. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on peut le dire, on était en train de parler tranquillement. Et quand le chien est arrivé, j'ai cessé toute conversation. Et puis, j'avais les oreilles dressées comme ça. Et puis, je suis allée voir le chien. C'est pas facile en société tout le temps. Et quand j'étais jeune, moi, je voulais un chien. Mais on a eu un caniche à la place. On l'a appelé Ifi pour haute fidélité. Ça lui allait bien parce qu'elle nous a tenu 18 ans en fait. Ah ouais, quand même, c'est pas mal pour un caniche. Elle avait beaucoup d'amour, oui, généralement. Bah oui, elle s'est accrochée, elle était bien. On se rend pas compte en fait de ce que ça demande quand même comme soin. On se rend pas compte aussi qu'un animal, souvent, ça a sa propre personnalité aussi. Et puis parfois, ça en fait qu'à sa tête, mais parce que voilà, ça a une personnalité. Et on se rend pas compte non plus forcément qu'à 18 ans, un caniche, ça ressemble un peu à un gros rat. Mais elle allait bien. Et puis elle a tenu, en effet, Ifi. Donc c'était une chance pour nous d'avoir, surtout quand on est jeune, on apprend plein de choses aux côtés d'un chien. Et puis, il a fallu lire des livres quand même, parce qu'avant d'avoir un chien, on a dû se préparer. Mais bon, on était forcément parfaitement imparfaits comme maître, comme la plupart des parents. Oui, je dis pas que les chiens sont des enfants, mais je compare souvent l'un et l'autre. Ça fait plaisir à mes amis parents en général, que je compare des chiens à leurs enfants et inversement. Mais c'est des responsabilités, bien sûr, on en parlera aussi, mais beaucoup de bonheur. Et quand on voit notamment ces maîtres sous la pluie, les soirs d'hiver, à 23h, à promener le chien, à aller lentement au rythme peut-être d'un vieux chien, mais on se rend compte quand même de tout l'amour et l'engagement que c'est aussi. Donc voilà. Donc je pourrais pas dire autre chose parce que sinon je vais chialer. Si, quand même, on devrait imaginer un permis, comme pour les voitures, pour les chiens aussi, et peut-être même pour les parents. Ça, c'était une petite pensée que j'avais aussi, pour connaître les bases, les règles. L'engagement aussi que c'est, mais en tout cas, quel bonheur d'avoir un chien. Bon, je récupère un petit Kleenex pour vous, et puis on va tout de suite regarder justement en image les adoptions d'animaux. On se retrouve après. Oh papa, regarde le petit chat, on le prend ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Deux solutions s'offrent à vous. Petit 1, vous ne cédez pas et vous devenez un être insensible face à l'extrême mignonnerie de cet animal. Petit 2, vous craquez et vous devenez la personne la plus géniale de l'univers tout entier. Et vous intégrez la grande famille des foyers avec animal, soit 1 sur 2 tout de même. Mais avant de vous engager dans une adoption, il vous faut choisir un animal. Chien, poisson, lapin. Interdiction en revanche d'adopter une espèce protégée, comme le hérisson, ainsi qu'une espèce dangereuse. Et si vous rêviez d'accueillir une loutre, pourquoi pas, mais il faudra obtenir une autorisation de la préfecture. Choisissez ensuite entre un élevage, une animalerie et les petites annonces, où les prix peuvent varier selon la race et le vendeur. Vous pouvez aussi vous décider pour un refuge où des milliers d'animaux attendent d'être adoptés. Ensuite, direction le vétérinaire pour mettre à jour ses vaccins. Et enfin, l'équipement. Si vous ne voulez pas que votre canapé se transforme en niche ou que votre porcelaine se remplisse de croquettes, il va falloir investir dans un peu d'accessoires. Mais on n'a pas dit que c'était bon marché. J'en arrive au plus important. En adoptant un animal, vous vous engagez à en prendre soin. Selon la loi, vous êtes tenu de le garder en bonne santé, de mettre à sa disposition de la nourriture en quantité suffisante
et de l'eau à l'abri du gel. En cas de négligence, vous risquez 750 € d'amende et jusqu'à 30 000 € et 2 ans de prison en cas de maltraitance. Réfléchissez bien, car si les adoptions augmentent, les abandons aussi. Donc si vous avez des doutes, mieux vaut dire non aux enfants, même si... Ah, c'est pas fini les crises. Bon, allez, on va aller plus loin justement pour avoir toutes les clés pour une adoption réussie et responsable avec vous, Jennifer Gavel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On a l'habitude de vous voir avec Billy, puisque vous nous présentez régulièrement des animaux à l'adoption. Vous êtes la responsable du refuge SPA de Rennes et vous êtes venue accompagnée d'un petit chien. Alors présentez-le nous, ce petit bonhomme. Alors c'est Rocky. C'est Rocky. Voilà, Rocky, ça fait un petit moment qu'il est en refuge. Voilà, c'est un chien qui a un passé quand même assez difficile. Il a vécu quand même un petit peu l'enfer auparavant. Donc il avait aussi des petits problèmes de comportement à son arrivée à la SPA. C'est fini en tout cas, parce que là, il est sage comme une image, il est calme. C'était justement un peu inespéré de pouvoir l'amener un jour sur un plateau télé. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est là, il a changé, il a évolué grâce à l'éducation positive, grâce au sport canin. Donc comme quoi, il faut vraiment s'investir aussi pour que l'animal puisse évoluer dans les bons comportements. Voilà, aujourd'hui, c'est un amour de chien. Vraiment, maintenant, il est temps. Il est temps qu'il trouve enfin sa famille. Un amour de chien qui cherche une famille. De quel type de famille, on va dire ça comme ça, a-t-il besoin? Quels sont ses besoins? Alors, une famille plutôt sportive quand même, parce que c'est un chien assez dynamique, qui a besoin de se dépenser, mais qui va être assez polyvalent. Voilà, quand il est dépensé, il est quand même assez calme aussi. Donc, il pourra très bien vivre en maison comme en appartement, à partir du moment où il a des maîtres sportifs. Bon, on va éviter les autres chiens, en tout cas, dans son foyer. Même s'il a appris à les côtoyer en extérieur, on évitera à la maison. Mais par contre, il peut cohabiter avec des chats sans souci. Il a quel âge? Il a 8 ans. Il a 8 ans. Bon, bah écoutez, voilà, l'appel est lancé. Si vous êtes sportif et que vous avez envie d'adopter un amour de chien, et ben voilà, de lui donner une nouvelle maison et beaucoup d'amour. Il le rendra bien, ça c'est sûr. Il le rendra bien, c'est certain. Combien de chats et de chiens sont en ce moment proposés à l'adoption à la SPA de Rennes, Jennifer? À la SPA de Rennes, on a environ une centaine de chiens et une cinquantaine de chats. Il y a combien de SPA, de refuges SPA en Bretagne? Alors, il y en a 8. Il y en a 8. Alors, si je peux les citer, il y a du coup à Zinzac, il y a Plouhinec, Crozon, Quimper, et dans l'île-et-Vilaine, il y en a 4. Donc il y a Vitré, Châteaubourg, Redon, et Rennes. Bon, il y en a forcément un pas trop loin de chez soi. Exactement. Vous avez les unes et les autres déjà adopté un animal? Je crois que Maëlle, c'est en cours. Racontez-nous. Ça sera demain la tortue. Alors demain, vous adoptez une tortue? Oui. Vous allez la chercher où? Et je vais à SOS Tortue en Bretagne, dans le Finistère. Parce qu'il n'y avait pas la SPA, sinon je serais bien sûr allée aller chercher à la SPA. Vous reviendrez nous raconter l'idée. Avec plaisir. L'adoption. La mission principale de la SPA, on va revenir là-dessus, c'est de recueillir les animaux abandonnés et maltraités et de les proposer à l'adoption. Oui. Mais quels sont les conseils que vous pourriez nous donner justement pour que l'adoption soit réussie? Parce qu'on ne peut pas adopter un animal sur un coup de tête. Bien sûr, c'est une adoption réussie. Pour nous, c'est une adoption responsable, où déjà toute la famille se déplace. C'est important que tous les gens du foyer soient présents au moment de l'adoption, tout simplement pour faire un choix d'un animal. C'est en famille, toujours. Et ensuite, déjà, de se poser les bonnes questions. Si on a suffisamment de temps pour répondre aux besoins de l'animal, les moyens aussi, que ce soit financier, ou, comme je disais, au niveau du temps, c'est très important d'avoir du temps à lui consacrer. Surtout si c'est un chien. Certains chiens ont des besoins physiques plus que d'autres. Donc, c'est important vraiment de se poser les bonnes questions. Donc nous, on est là aussi pour justement responsabiliser les gens et trouver surtout... Et puis les aiguiller en fonction du profil des animaux que vous C'est très important de prendre un animal qui nous ressemble, qui ressemble à notre mode de vie. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions au moment de l'adoption, pas pour embêter les gens, mais vraiment pour être sûr que l'animal qu'ils choisissent peut correspondre à leur mode de vie. D'accord. Alors justement, vous parlez de questions. Eh bien, nous, on en a une d'une téléspectatrice. On va écouter sa question. Bonjour, je m'appelle Aileen, j'habite à Rennes. J'aurais bien adopté un animal, mais ma maman me dit qu'on ne peut pas avoir de chien dans un appartement. Est-ce que c'est vrai ? Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, non, c'est totalement faux. C'est faux. Oui. Aileen, dis à ta maman que non, c'est pas vrai. C'est pas cet argument-là qu'il faut trouver pour pas adopter un chat. Il faut juste trouver le bon chien qui correspond justement aussi à une vie en appartement. Et après, tout va dépendre aussi de l'investissement qu'on va mettre au niveau des sorties. Un chien en appartement sera obligatoirement sorti, aura obligatoirement des interactions avec son maître, vivra obligatoirement à l'intérieur avec son maître, ce qui peut ne pas être le cas pour un chien qui est en pavillon. Voilà, il faut savoir qu'un terrain ne suffit jamais à un chien. Il a besoin de sentir des odeurs, de voir du monde, d'être sociabilisé en extérieur. Et c'est aussi l'avantage du chien en appartement. Donc on n'a rien du tout contre le chien en appartement. Vos équipes sont là
Catherine, oui. Non, pardon. Ça aussi, quand on est propriétaire maître d'un chien, on peut demander de l'aide quand ça va pas, quand par exemple on a des questions sur l'éducation, est-ce qu'il ou elle fait des bêtises, des choses comme ça. Et c'est une aide notamment que vous offrez aux propriétaires. Tout à fait. Donc nous, déjà, on donne beaucoup de conseils au moment de l'adoption, ça c'est important. On éduque nous-mêmes nos chiens en éducation positive, donc on essaie de transmettre au moment de l'adoption un maximum aux adoptants. Alors qu'est-ce que c'est l'éducation positive? Expliquez-nous. L'éducation positive, c'est surtout récompenser les bons comportements. Donc, c'est une méthode qui est arrivée dans les années 2000 en France. Qui nous a vraiment permis, sur Rocky, visiblement. Qui a très bien marché sur Rocky, qui marche sur tous les chiens, de toute façon, à partir du moment... Et les enfants. Et les enfants, c'est aussi pareil. L'éducation positive, c'est renforcer les bons comportements. Donc, ça marche aussi très bien sur les enfants, c'est évident. Et du coup, on ne va pas réprimander spécialement le chien, tout simplement parce qu'un chien qui est réprimandé, il sait ce qu'il ne doit pas faire, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Nous, on va justement l'orienter vers les bons comportements pour que le chien évolue positivement. Et tout ça dans la douceur et dans la récompense. Et on évite de se précipiter pour adopter. Bien sûr. C'est pas un coup de tête ou une demande d'un enfant qui va faire un caprice parce que je veux un chien, je veux un chat. C'est important que ce soit bien réfléchi. Nous, on n'hésite pas à faire revenir les gens plusieurs fois au refuge si jamais on sent que c'est pas mûrement réfléchi. Et même pour certains chiens, on demande à ce que les gens viennent plusieurs fois pour que justement on puisse les guider un maximum dans une bonne éducation en tout cas. Et je tiens à préciser qu'on a aussi des éducateurs canins qui nous aident après adoption et qui aident justement du coup les adoptants s'ils ont des difficultés ou pas en tout cas après l'adoption. Alors justement, on va retrouver Billy cette fois-ci, qui vous a fait une infidélité, qui est allée voir une adoptante. Elle s'appelle Pascale Éluard et elle va nous raconter justement son parcours dans l'adoption avec la SPA. Bonjour Pascal. Bonjour Billy. Ça va bien? Oui. Alors, on est venu ce matin vous rencontrer parce que vous êtes une super dame qui a adopté cette petite louloute qui s'appelle Osalis. Osalis. Alors, cette petite demoiselle, elle est un petit peu peureuse. Oui. Mais bon, elle a un passé qui explique pourquoi elle a peur. Donc maintenant, moi, je l'ai adoptée pour lui donner que du bonheur. Exactement. Et puis qu'elle ait plus peur. Alors, à quel âge vous l'avez adoptée? 2 mois. À 2 mois, oui, donc petit bébé, toute jeune. Hein. Oui. Là, elle a quel âge en ce moment? On pense qu'elle a 7 mois. 7 mois. Voilà. Alors, pourquoi la démarche d'adopter comme ça directement la SPA plutôt que d'aller dans un élevage ou alors dans une jardinerie acheter un petit chien? Alors, j'ai déjà eu, moi, d'autres chiens. Et j'en ai une que j'ai adoptée initialement en 2004 à la SPA de Gennevilliers. Et pourquoi l'adopter? Parce qu'il y a tellement d'abandon que c'est au moins leur donner un deuxième départ dans la vie. Et puis c'est que du bonheur après parce que c'est des échanges généreux et puis tout ce que vous leur donnez comme amour, ils vous le rendent au centuple. Ils vous le rendent, parce que là la situation est un petit peu compliquée, c'est qu'elle a peur des humains, tout ça et tout, donc il va falloir du temps pour le faire. Oui, mais j'en ai déjà 2 autres à la maison qui vont lui servir de petite maman et puis avec de la patience, du temps et de l'amour, ça va le faire. Ça va le faire. Je ne m'inquiète pas du tout. Ils sont pas tous comme ça. Non, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ils n'ont pas tous cette situation. Là, ils sont bien plus vivants, enfin pas vivants, parce qu'elle est vivante, bien sûr, mais en tout cas qui ont moins peur, tout ça, qui ont moins de difficultés à se réintégrer dans la famille, quoi. Ah oui, il y en a, vous les adoptez, c'est des amours tout de suite. Hein. Elle, c'est un amour aussi, mais plus timide. C'est ça, plus discrète. Voilà. Alors, quelques petits conseils comme ça, quand on vient de récupérer un petit chien de l'adoption à la SPA, vous avez vos petites techniques, comme c'est pas la première fois. Qu'est-ce que vous conseillez de faire d'abord? C'est le laisser à la maison, grandir à l'extérieur? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Si c'est le premier chien qui n'a pas d'autre à la maison, la question ne se pose pas puisque le chien va être tout seul dans son domaine. Par contre, si vous en avez déjà d'autres, il faut l'intégrer, si vous avez un jardin, déjà qu'il se rencontre à la SPA, si c'est à la SPA, ou dans l'association, si c'est possible avant, pour voir s'ils sont compatibles. Ah oui, ça c'est un bon conseil. Ils peuvent très bien avoir des caractères opposés. D'accord. Donc si c'est compatible, comme moi c'était le cas, après vous la ramenez à la maison et puis vous la laissez s'intégrer dans le jardin, faire le tour de la propriété, et après vous laissez tranquillement rentrer dans la maison. Elle va faire son petit tour. D'accord, donc d'abord l'extérieur et après l'intérieur. Voilà, de manière à ce que les propriétaires, on va dire les premières ou les premiers, ne soient pas considérés agressés. On nous amène un intrus, on va nous déloger de chez nous, quoi. Bon, donc la petite, moi j'ai été à la SPA et on les a mis ensemble l'après-midi avec mes chiennes et ça s'est très très bien passé. Donc, du coup vous avez franchi le pas, quoi. Voilà, l'adoption c'était, moi je choisissais de l'adopter, mais il me fallait l'aval de mes chiennes. D'accord, c'est ça. Si mes chiennes disaient oui, c'était bon. Si mes chiennes disaient non. C'était la famille au complet qui devait adopter la petite chienne. Voilà. Et non pas que vous, quoi. Voilà. Puis quand on adopte, c'est toute une famille. Il faut qu'il y ait les enfants, il faut qu'il y ait les parents. Voilà, il faut que tout le monde s'engage dans cette démarche, quoi. Ah oui, tout pour à fait. ne pas refaire un deuxième départ d'une famille, parce que ça serait compliqué. Oh bah non. Puis là, maintenant je l'ai, je la garde. Bon, super. Je la rendrai pas à la SPA. Eh ben, merci beaucoup Pascal pour cet échange. Et on a bien compris qu'il faut prendre le temps avec ces petites bêtes qu'on va passer parfois difficiles. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Billy. Au revoir.
Au revoir. Merci à tous les deux pour ce très joli témoignage. Alors, on l'a compris, hein, quand on adopte, c'est toute une famille. Tout à fait. Bon, elle le dit, Pascal. Ça, vous tenez vraiment à insister sur ce point-là. Oui. Quand on va au refuge, on vient, toute la famille vient et on emmène ces animaux. Oui, bon, alors peut-être pas les chats quand même. Alors, voilà. Parce que c'est très perturbant pour eux. Ouais. Et puis que si, voilà, on amène les autres chiens. On fait le test en chatterie avec d'autres minous pour voir comment ça peut se passer avec le chien et les chats. Mais par contre, s'il y a d'autres chiens dans le foyer, c'est très très important de venir avec. Tout simplement pour vérifier s'ils peuvent s'entendre. Et puis voilà, faire connaissance au refuge avec nous, c'est quand même beaucoup mieux. Quelles sont les formalités à remplir? Alors les formalités, donc, comme on l'a dit, c'est déjà de se déplacer au refuge en famille, ça c'est très important, de faire connaissance avec l'animal. Ensuite, on va demander au niveau administratif une pièce d'identité, un justificatif de domicile. On va demander du coup une participation de 250 € pour un chien et de 150 € pour un chat. Donc en sachant qu'ils sont tous identifiés, vaccinés, stérilisés. Les chats sont aussi testés contre le sida du chat et la leucose. Donc tout ça englobe justement cette participation financière. D'accord. Et pour les adoptions, ce que vous appelez SOS, hein, alors précisez-nous ce que c'est, mais c'est un peu spécifique du coup. Oui, tout à fait. Donc c'est des animaux généralement atteints de pathologie ou qui peuvent avoir un certain âge. À partir d'un certain âge, ils sont mis du coup en SOS pour favoriser leur adoption. On demande une participation libre, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. Voilà, on préfère qu'ils gardent leurs sous pour les chouchouter. Très bien. Alors, pour celles et ceux qui veulent adopter, et je n'en doute pas, certainement ce matin, on a donné encore envie à des familles d'adopter un animal. La SPA ouvre ses portes ce week-end, enfin le week-end du 18 et 19 mai. C'est toujours un moment important pour vous, on imagine. C'est toujours des jolis moments. C'est très, très important. Alors, on est bien conscient que les gens n'attendent pas nos portes ouvertes pour venir adopter. Et on l'espère même, parce que, comme on l'a dit, il faut que ce soit vraiment bien réfléchi, une adoption responsable. Par contre, c'est aussi un moment de faire parler de nous. Et puis surtout de nous faire découvrir aussi notre métier. Donc voilà, on est là pour ça. À Rennes, on a prévu beaucoup d'animations. Ça va être un week-end un peu sur le thème western. Donc avec un défilé, on sera déguisés. Voilà, et ce sera du coup, il y aura un défilé de nos chiens avec des démonstrations d'éducation positive, des petits jeux en chatterie. Il va y avoir vraiment un week-end assez sympa, une ambiance assez conviviale. On aura un groupe de country aussi qui sera là pour mettre de l'ambiance. Voilà, donc on espère vraiment que les gens viendront nombreux rencontrer nos pensionnaires et puis découvrir aussi la SPA et notre métier qui est fabuleux. Merci beaucoup et surtout gardez cette passion, Jennifer, parce que vous la partagez fort bien. Merci beaucoup. Et on peut d'ailleurs se rendre sur le site de la SPA pour avoir toutes les infos complémentaires. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Catherine, ça vous a donné envie d'adopter un petit chien? En plus, sur vos publicités, il y a tous les bienfaits de l'adoption d'un animal et qui sont même prouvés scientifiquement. Et donc c'est-à-dire que vous sauvez la vie d'un animal, mais surtout, lui aussi peut vous sauver la vie. Je dis ça parce que les bienfaits, les réductions des maladies liées au stress, toute la sociabilité et tout, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Ouais. Merci, Catherine. Un petit chien. Je vais regarder Rocky. Pardon. Alors, si je vais en bas, c'est parce que je regarde Rocky, hein, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. On va maintenant parler d'un sujet un peu délicat, mais qui est... on parlait de Rocky qui avait subi des violences, une histoire difficile. Eh bien, il y a des enfants aussi qui subissent ce type de choses, malheureusement. Docteur Marion Pierre, on va évoquer avec vous ce sujet-là, le recueil de la parole des enfants victimes de violences. Vous dirigez une unité dédiée à cela au CHU de Rennes. Il n'y a pas d'animaux, d'ailleurs, dans cette unité. Vous n'utilisez pas le biais des animaux pour faire parler les enfants ? Alors non, parce que déjà, c'est au sein d'un hôpital, donc c'est un petit peu compliqué au niveau des règles d'hygiène, mais en plus, ça ne favorise pas leur concentration, parce qu'on a plein de techniques pour essayer de leur faire souvenir, en fait, et accéder à leur mémoire. Et donc, en fait, s'ils sont pollués ou s'ils sont attirés par le jeu, par l'imaginaire ou un chien, ça serait contre-productif. Alors, vous êtes pédiatre et médecin légiste. On rappelle d'abord ce qu'est un médecin légiste précisément, parce qu'il y a tout un tas de fantasmes autour de ce métier-là. Rappelez-nous. C'est pas comme à la télé. Voilà, c'est pas comme Alors, un médecin légiste, en fait, dans le mot légiste, il y a le mot loi, en fait. Ça veut tout simplement dire qu'on travaille sur réquisition judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une enquête pénale en cours et la justice nous demande d'examiner des victimes ou des possibles victimes. On examine en fait leurs blessures, donc sur le plan physique, mais aussi, j'allais dire, sur le plan moral, psychique, les blessures de l'âme, les blessures psychologiques. Et donc, ce qui fait que le médecin légiste, c'est le médecin spécialiste de la violence, en fait, enfin, du constat de violence à l'échelle de la famille, parce qu'on voit, par exemple, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, on voit les enfants qui sont victimes de maltraitance, mais aussi on voit les gens qui se font agresser dans la rue, le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail, enfin voilà. Donc c'est très vaste. C'est très vaste, et en fait, voilà, on a un peu
les docteurs spécialistes du constat de blessure, quelle que soit la nature. D'accord. Et donc le travail sur cadavre, entre guillemets, ça ne représente que... c'est même pas 6% de notre activité. En fait, effectivement, en fait, on est les médecins spécialistes du constat de blessure, donc y compris des fois quand les personnes décèdent. Et cette toute petite partie de notre activité, effectivement, on doit se prononcer si une mort et procède d'une mort violente ou de l'intervention d'un tiers, voilà, mais effectivement, c'est rarement comme à la télé, c'est vraiment un tout petit peu. Alors, vous dirigez l'unité d'audition des mineurs du CHU de Rennes. De quoi s'agit-il quand on parle de cette structure? Quelle est sa fonction précisément? Expliquez-nous. Alors, c'est une unité donc, qui a accueilli notre service depuis juin 2013, donc un service de médecine légale du CHU. Et donc, comme je vous disais, en fait, c'est très lié à notre activité sur réquisition judiciaire. Quand un enfant en fait, est suspecté de violence ou qu'on pense victime, il doit être entendu. Précisément, la loi dit que c'est obligatoire quand il s'agit en matière de violence sexuelle. Et donc, il y a des auditions, il y a des unités d'audition, il y en a partout en France, unités de lieu et de temps, en fait, où finalement les professionnels vont se regrouper autour du mineur. Donc, à Rennes, il y a psychologue, médecin, pédiatre et puis enquêteur. Et donc, l'enfant est accueilli pour y être entendu. D'accord. C'est compliqué de recueillir la parole d'un enfant. On imagine que vous avez bien évidemment des techniques. Est-ce que vous travaillez sur un interrogatoire, entre guillemets, mais ce n'est pas un interrogatoire comme on l'imagine dans un commissariat, bien entendu. Tout à fait, parce qu'en fait, dans le mot interrogatoire, il y a un petit peu le mot, il y a une sorte d'asymétrie, c'est-à-dire qu'en fait, on pose des questions, on dirige, et finalement, on bascule avec les techniques qu'on connaît, qu'on appelle le recueil de la parole de l'enfant, c'est-à-dire qu'on renverse la vapeur, parce que finalement, l'enfant, il est conditionné par la société à répondre à l'adulte. C'est comme ça, c'est à l'école, à la maison. Est-ce que c'était bien l'école? Est-ce que tu as bien fait des devoirs? Est-ce que tu as bien rangé ta chambre? Et d'ailleurs, quand on répète la question, il est conditionné à changer sa réponse parce qu'il se dit peut-être que j'ai pas bien répondu parce que maman, ça fait 2 fois qu'elle me dit est-ce que j'ai bien rangé ma chambre? Et donc vous évitez les pourquoi, les comment, Et en fait, donc il y a des techniques. Alors nous, il se trouve qu'à Rennes, on a donc les 2 psychologues d'unité et puis moi-même, on est formés à un protocole qui s'appelle le protocole NICHT, mais il y a d'autres techniques qui est en fait un protocole dont les enquêteurs, que les enquêteurs utilisent, qui de A à Z permet de dérouler un événement. Et avec donc différentes techniques. Et donc, les grands principes, c'est que plutôt de dire est-ce que tu as eu mal, ou est-ce que c'est bien ça qui s'est passé, on ne suggère rien. Et en fait, on fait un entretien, ce qu'on appelle non dirigé, et on va demander, parle-moi du début à la fin. Parle-moi plus de ça. Voilà. Alors, on ne va pas dire, pardon, est-ce que tu as mal? Parce que le problème, c'est qu'un enfant, il va devoir faire un choix. Et ça se trouve, il n'a pas eu mal. Et en fait, ça a été désagréable. Mais on me demande, est-ce que j'ai eu mal? Donc, je vais dire que j'ai eu mal. Et sauf qu'en fait, il va dire cette information-là, alors que ce n'est pas ce qu'il a ressenti. Et ce décalage-là, entre ce qu'il va dire, et donc ce qu'il va enregistrer dans sa mémoire au final, et ce qu'il a ressenti, ça peut créer un peu du psychotraumatisme après. Donc, on est on favorise le récit libre, en fait. Ce qui permet d'obtenir des informations valides, tant en qualité qu'en quantité. D'accord. Alors, ces techniques d'entretien, vous les enseignez aux enquêteurs. L'une de nos équipes avait assisté l'an dernier à l'une de ces sessions d'information. C'est un reportage d'Hélène Pédèche et de Jean-Michel Piron. Quand on est face à un enfant qui a du mal à parler ou n'ose pas dire les choses, on peut le mettre à l'aise en disant mais ici on peut tout dire. Moi je peux tout entendre, il n'y a pas de problème. Moi ce qui m'intéresse c'est les choses qui se sont réellement passées, toujours avec ce rappel de la vérité, ce qui s'est réalisé. L'audition d'un enfant ou d'un adolescent, sans doute l'exercice le plus redouté des enquêteurs, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'agressions sexuelles. Depuis 1 an, ces gendarmes apprennent à recueillir leurs paroles, conseillés par des pédiatres et psychologues, eux-mêmes rompus à l'exercice. Le gendarme, par essence, il est polyvalent, il est généraliste, donc il est capable de traiter tout un tas de choses. Sauf que le contentieux mineur a pris de l'ampleur, que dans les brigades, les dossiers, les soins transmis venant du parquet s'accumulaient, devenaient de plus en plus sensibles. L'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet a donné une croissance exponentielle à ce contentieux et qu'on est arrivé au constat qu'en fait, on manquait de formation en ce domaine. Bien souvent, quand l'enfant, en fait, vous sentez qu'il est prêt, il a envie de vous parler, mais qu'il y a des choses qui font qu'il ne peut pas. Et puis d'un seul coup, ça a dû vous arriver, qu'il pleure en fait devant vous, il ne dit rien, mais vous voyez les larmes. Et puis, c'est vrai que j'ai tendance maintenant à rebondir sur les larmes en disant parle-moi de ce qui te fait pleurer. Jusqu'ici, on n'avait aucun cadre qui nous permettait d'entendre ces enfants. Donc on réservait généralement les auditions à des personnes qui avaient une certaine sensibilité dans les unités, qui étaient plus souvent des femmes d'ailleurs, qui avaient plus de recul par rapport aux enfants et qui avaient une parole plus douce et qui pouvaient poser des questions
et être plus compréhensif par rapport à l'enfant. Avant, on traitait tout à l'unité, en fait. On filmait l'enfant avec une caméra qu'on avait sans l'appui d'un psychologue. Donc on était l'enquêteur et l'enfant seul dans un bureau, quoi. Même des grandes affaires qui ont été médiatisées comme Outreau, etc., on a effectivement sacralisé la parole de l'enfant, mais d'enfants qui ont été mal questionnés. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut les amener au bout du monde avec des questions fermées, avec de la pression. Un enfant, il est suggestible par nature, c'est-à-dire qu'il est conditionné, mais par tout un chacun et par tout adulte, il est conditionné à répondre à l'adulte, à répondre à des questions fermées. On passe son temps à poser à un enfant des questions fermées. Est-ce que c'était bien l'école? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Que des questions qui en fait proposent un choix et induisent une réponse. Donc ça, par nature, l'enfant il est habitué à répondre à des questions et il est habitué au fait que l'adulte est le référent et le sachant. Et ce que toutes ces techniques d'entretien de l'enfant proposent, c'est de renverser cette asymétrie qui est naturelle et que l'enfant devienne le sachant et que l'adulte n'est là que pour recueillir sa parole. Les enfants qui subissent des violences sont des enfants qui ont un retard de développement de 18 mois en moyenne et qui ont recueillir la parole et non plus mener un interrogatoire, de manière à ne pas compromettre la procédure judiciaire et surtout pour ne pas traumatiser de nouveau l'enfant déjà fragile. C'est aussi pour cela que chaque audition est filmée. Voilà, un reportage intéressant. Comment est née cette collaboration avec les gendarmes? Dites-nous. Alors, tout simplement parce que on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin, c'est-à-dire que nous, on possédait les techniques et puis surtout les connaissances sur le mineur, et eux étaient très en demande de ça. Donc, on a un peu copié tout simplement nos voisins malouins, parce qu'il existe une unité d'audition à Saint-Malo, et ils avaient créé un réseau de gendarmes. Et donc, on s'est dit, ça serait intéressant de leur proposer. Et donc, on a rencontré à l'époque le colonel, enfin le chef de la gendarmerie de l'époque, qui a accueilli cette proposition tout à fait favorablement. Et donc, on a identifié par brigade de gendarmerie en Ille-et-Vilaine 2 référents. Donc, ils sont une quarantaine maintenant. Et donc, ils forment ce réseau de référents en audition mineure. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément eux qui mènent les enquêtes, mais ils vont mener l'audition pour leurs collègues. Et donc, ce réseau a été créé en janvier 2018. Enfin, il a été scellé par une convention tripartite entre le parquet, la gendarmerie et le CHU. Et donc, nous, on s'est engagés à les former. Donc, on fait 2 sessions annuelles, soit sur des thématiques variées. Ça peut être le développement de l'enfant, le développement psychosexuel, le handicap, l'adolescent, voilà. Et aussi, donc, aux techniques à proprement dit de recueil de la parole de l'enfant, sur des sessions où on les entraîne, on filme, on débriefe avec eux, enfin, voilà. Alors cette collaboration avec des professionnels, elle est essentielle, évidemment. Le 3 juin, d'ailleurs, vous organisez au CHU de Rennes la première journée d'études de l'unité d'audition des mineurs. Elle s'adresse justement aux professionnels. Il s'agit de leur dire quoi? Que le recueil de la parole de l'enfant, c'est important, mais c'est quand même délicat, c'est pas simple. Leur donner des clés, un peu comme pour l'adoption. Il y a aussi, comment bien recueillir la parole de l'enfant cette fois? Oui, tout à fait, pardon, excusez-moi. Oui, c'est qu'en fait, l'idée, là, c'était de partir un peu sur... Le mineur fait un peu notre fil rouge, c'est-à-dire, en fait, du moment où on suspecte des violences, donc du moment où on le signale jusqu'à son audition, en fait, il se passe quoi? Donc, l'idée, c'était un peu de voir, par le prisme du mineur, ce qu'on peut lui apporter, en fait, à différentes étapes. Et donc, notamment, il y a une partie qui est consacrée au recueil de la part de l'enfant. Et comme ça s'adresse à des professionnels, effectivement, de l'enfance, d'une manière générale, l'idée, c'est leur donner des grandes clés et des grands messages sur comment en fait recueillir sa parole sans induire, sans polluer sa mémoire et en ayant sûr d'avoir fait de bêtises en fait et d'avoir recueilli de manière fiable sa parole. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va maintenant vous dire que c'est la semaine de l'Europe. Vous le savez, depuis le début de cette semaine, Maëlle Flo nous a rejoint. Bonjour Maëlle. Bonjour. Vous êtes directrice des relations internationales à l'université Rennes 1 et on va faire un zoom sur ce qu'on peut appeler un dispositif emblématique de la mobilité étudiante, mais pas que. Erasmus, bien sûr. Alors vous-même, vous avez fait Erasmus. Quel souvenir vous en gardez, dites-nous? Oui, forcément un très très bon souvenir. J'étais étudiante à Trinity College à Dublin, en Irlande. Vous allez faire plaisir à notre script. Et je garde un souvenir de cette année. C'est un moment où je crois qu'on apprend à être libre. On apprend à s'adapter à un nouveau milieu culturel. Et moi, je me suis sentie profondément européenne lors de cette mobilité Erasmus. Ça a influencé votre carrière?
Oui, complètement. Si je suis directrice des relations internationales aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce goût de l'international, de l'échange interculturel qui était là et qui était extrêmement stimulant d'un point de vue personnel, intellectuel, et que j'ai toujours cherché à retrouver dans ma carrière. Il y en a d'autres qui ont fait Erasmus sur ce plateau, je crois. Catherine, en Irlande également. Tiens donc. Oui, à Cork. C'était il y a fort longtemps, mais c'était... Pas tant que ça, quand même. Non, je ne peux que recommander forcément cette expérience. Non, oui, c'est magnifique. Comment a évolué le dispositif Erasmus, dites-nous tout. Où en est-on aujourd'hui et comment tout a démarré? C'est un dispositif, c'est une des plus belles réussites, je pense, de l'Union européenne en termes de notion de citoyenneté européenne. Et donc ce dispositif, il a plus de 30 ans, il a été lancé en 1987. Et à l'époque, il y avait 11 pays, c'était que de la mobilité étudiante, d'études. L'idée, c'était de faciliter les échanges, la reconnaissance, en fait, des compétences que l'étudiant et des savoirs que l'étudiant allait... dans le cadre de sa mobilité dans une autre université en Europe. Puis en fait, ça a beaucoup progressé à partir de 2014. Maintenant, c'est 33 pays. Et c'est pas que de la mobilité étudiante. Alors voilà, ça c'est important de le préciser parce que dans la tête de beaucoup de gens... Il y a aussi de la mobilité de personnel, d'enseignants, de personnel administratif. Donc c'est aussi, pour un personnel administratif, c'est aussi une façon d'apprendre des choses nouvelles, c'est des bonnes pratiques, c'est progresser dans sa carrière. Mais c'est vrai qu'Erasmus, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est avant tout de la mobilité étudiante. Mais il y a aussi sur le sport, il y a aussi... Pour les scolaires, il y a des échanges au niveau des lycées, des enseignants du scolaire. Donc c'est très vaste. Et des aides à la coopération également. Oui. Alors, dans l'évolution aussi, c'est qu'au départ, c'était que l'Europe. Et depuis le nouveau programme Erasmus+, ça s'est ouvert au reste du monde. Alors comment se porte justement ce dispositif Erasmus en France? Est-ce que ça progresse ou pas? Alors, il y a toujours beaucoup d'argent mis par l'Union européenne sur ce programme. Ça progresse sur les chiffres donnés par l'agence Erasmus, qui est à Bordeaux. Erasmus France, il y a plus 6%, l'année dernière, il y avait plus 6% en un an de mobilité. Voilà, donc c'est vraiment ça progresse. Ouais. C'est positif. Alors à l'université Rennes 1, il me semble que 320 étudiants partent chaque année oui, c'est ça, dans le cadre de ce dispositif. En études, dans le cadre de... Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des destinations phares un peu prisées? Dites-nous, le top 5, c'est quoi? Alors, le top 5, on va avoir l'Espagne, est très demandé, mais les pays, comme ma voisine le disait, l'Irlande, c'est peut-être aussi parce qu'on est en Bretagne, donc il y a un lien, on est quand même voisins. Donc on a beaucoup de on a une quarantaine de mobilités par an sur l'Irlande, mais aussi sur la Grande-Bretagne. Avec toute l'inconnue du Brexit, mais ça se maintient. On a par exemple l'Université de Rennes un double diplôme avec l'Université d'Exeter, en droit, qui fonctionne très bien. Donc on envoie toute une promotion d'étudiants. Dans les autres destinations phares, on va avoir l'Allemagne également, où il y a aussi des doubles diplômes, vraiment des très belles coopérations avec les universités allemandes. Et puis, il y a une nouvelle tendance depuis quelques années vers les pays d'Europe, à l'est de l'Europe, notamment la Pologne, mais ça peut être aussi l'Estonie, République tchèque, où là, ce sont des pays qui ont développé beaucoup de cursus en anglais. Et donc, comme c'est de plus en plus compliqué d'envoyer nos étudiants dans des pays anglophones, anglo-saxons, c'est des belles opportunités. Voilà. Donc la Pologne, c'est aussi parmi les premiers pays où on envoie nos étudiants. Alors, vous parliez d'argent tout à l'heure, de budget. Qu'en est-il des bourses, du coup, pour les étudiants? De quel type de montants sont-elles? Est-ce qu'elles sont importantes? Alors, c'est des bourses assez conséquentes. Pour un stage, par exemple, c'est 420 €. Alors, ça dépend des zones, en fait. Il y a des zones où on va dépenser plus si on est à Munich que si on est au fin fond de la Roumanie, par exemple. Donc, le maximum qu'on peut donner avec des bourses sur fonds européens, c'est 420 € pour le stage. Pour études, ça va être un petit peu moins. C'est autour de 270, en sachant que les universités ont une marge et donc décident, en fait, il y a une marge entre 300 400 €. Et puis certaines bourses sont un peu plus importantes pour les bourses hors Europe. Exactement, sur le hors Europe, là, c'est des très belles bourses, c'est entre 700 et 800 €. Et donc là, c'est vraiment avec en plus le financement du voyage. Donc ça veut dire aussi que Erasmus s'ouvre
pour des étudiants qui n'auraient pas les moyens, qui n'auraient pas l'aide de leur famille. Et ça, c'est un des grands enjeux aussi, c'est comment on ouvre davantage aux étudiants qui sont boursiers sur critères sociaux. Et ça fonctionne, on a à peu près... on a un peu moins de la moitié d'étudiants qui partent en Erasmus sur critères sociaux. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous présenter les nouveautés concernant ce dispositif Erasmus. Merci Jennifer, merci Rocky, qui dort, je crois, là. Il est tout tranquille. Bien. Et merci Marion-Pierre, merci à vous. Je vous propose maintenant une insolite découverte installée à Pleuguenec, en Ille-et-Vilaine, le zoo de la Bourbansais au Four Public, un spectacle haut en couleur, une démonstration de vol libre avec des rapaces élevés sur place. C'est un reportage de Catherine Genot et Sandrine Ruot. Le chaperon, je le tiens comme ça, entre le pouce et l'index. Et je garde les doigts disponibles ici pour pouvoir éventuellement éviter que l'oiseau ne recule la tête au moment où je lui installe. Et tu y vas avec douceur. Un oiseau nerveux, le faucon. Avant de le faire travailler, on occulte donc sa vision pour l'apaiser. Il rejoindra bientôt d'autres rapaces pour le spectacle en vol libre du zoo, après la pesée quotidienne, un bon indicateur de son état de santé. C'est un exercice particulier que le fauconnier met en scène avec ses protégés, alors une précision s'impose. L'origine de la fauconnerie remonte à plus de 4000 ans et c'est avant tout, c'est un art de chasse qui, du coup, d'ailleurs, se pratique encore de nos jours. Les spectacles, en mon sens, ne correspondent pas on ne peut pas les appeler fauconnerie, ces spectacles, puisque c'est de la volerie. C'est très beau, c'est un art, si on veut l'appeler comme cela. Les vedettes du show patienteront sur perchoir, en coulisses et à jeun. La nourriture servira d'appât durant les vols. Il n'y en a que 3 ans. Née ici, Attila, elle est en apprentissage. Cette buse de Harris a été retirée bébé à ses parents. Apprendre donc littéralement avec des gants pour ses débuts. Pour le tenir sur ton gant, déjà c'est toujours la main gauche, parce que c'est un simple perchoir. Et ça, ce sont les jets. Ce sont des petites lanières de cuir, très souples, et que tu vas passer dans la main. Et comme on ne les sent pas beaucoup ici avec le gant en cuir, tu peux les pincer entre le majeur et l'index. Okay. Bientôt, Attila volera sans entrave. En attendant, l'oiseau apprend à rejoindre le point des fauconniers avec un fil à la patte, à son rythme. On va d'abord simplement porter l'oiseau, comme ça. Les premiers jours, il refuse même de tenir debout, il a peur de nous, il nous regarde avec beaucoup d'insistance. Et puis petit à petit, il nous oublie. On l'habitue également au contact, c'est pas pour le caresser, mais c'est pour qu'il tolère la présence de notre main, qu'il nous laisse prendre les jets, toucher les doigts. Et puis au-delà de ça, il faut qu'il trouve un intérêt à nous côtoyer. Mais cet intérêt, il est alimentaire, il n'y a pas de câlin, il y a très peu de sentiments. Il faut beaucoup de confiance. Le résultat paye. En spectacle, les rapaces de la Bourbansais sont affûtés pour voler face au public. Le faucon lanier, le voici. Elle va enchaîner ici quelques attaques sur ce leurre, regardez. Renan joue la pédagogie avec le public. Les rapaces sont des prédateurs, démonstration à l'appui. De l'aigle dans la pelouse, attention, capture imminente. Le timing est serré. Avant d'entrer en scène, les manipulations, parfois délicates. William, arrête de faire ça. C'est le plus gros aigle qui existe dans le monde, donc il est assez lourd. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile à manipuler. Ouais. C'est un gros pépère. Le bec est énorme, le plus gros bec du monde des rapaces. Il est coupant comme un rasoir. Ils vous ont frôlé ? Ouais, certains, ouais. De très près même. De très près, ils passaient pour se mettre sur les poteaux, en fin de compte. Et faut pas bouger, quoi. Confiance, mais faut pas bouger. C'est tout un métier et il faut vraiment être très patient et on ne réussit pas tous les jours. Hein. Non, pas possible. Les oiseaux évoluent comme en liberté. Derrière ce balai, des mois de collaboration étroite entre hommes et animal. Impressionnant quand même. Rocky regardait les écrans et il était intrigué par les oiseaux et le bruit des oiseaux.
Margot, Florian et Maunoir nous ont rejoints sur ce plateau. Maunoir de Mossol, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président et le cofondateur du portail touristique dédié au patrimoine, Patrivia, c'est son nom. Le château de la Bourbansais, d'ailleurs, fait partie des sites que vous proposez sur votre site internet. Tout à fait, oui, ainsi qu'une vingtaine d'autres sites en Bretagne. Voilà, donc ça fait 21 sites ouverts à la visite en Bretagne. Quel est le principe de ce portail Patrivia? Expliquez-nous un petit peu l'idée. En fait, donc, Patrivia, c'est un site de promotion et de billetterie en ligne dédié au patrimoine. L'idée, en fait, c'est de rassembler toutes les activités qui permettent de faire vivre le patrimoine donc dans des sites culturels, donc tout ce qui est monuments, musées, parcs et jardins. Et l'idée, en fait, c'est de permettre aux visiteurs, aux amateurs de patrimoine et de culture de pouvoir trouver facilement des idées de visite partout en France, en quelques clics, et de pouvoir prendre leur billet en ligne directement. Alors, on va découvrir, si vous voulez bien, très rapidement ce fonctionnement en images. Et bien voilà, avec une petite vidéo. Voici la famille Durand. Amoureux de culture et de belles balades, ils adorent partir à la découverte des richesses du patrimoine. Mais à leur plus grand désarroi, il n'existe aucun portail unique leur permettant de trouver facilement des visites insolites. Passant à côté de lieux méconnus, ils font régulièrement face à des imprévus. Portail fermé, visite complète, mauvais horaire. Heureusement, il y a Patrivia, le premier système de billetterie centralisé leur permettant de planifier, réserver et payer en ligne des visites culturelles pour des lieux privés ou publics, leur permettant ainsi de vivre une expérience incroyable. Avec Patrivia, les Durand ont simplement à se rendre sur la plateforme, à effectuer une recherche géolocalisée et découvrir des lieux inédits, sélectionner le site qu'ils souhaitent visiter et procéder au règlement. Une fois leurs billets électroniques en poche, place à la découverte. Alors, plus besoin d'aller sur les sites internet du château de Josselin, du château de la Bourbansais ou de Montmuran. Voilà, on a un portail centralisé qui nous permet facilement de réserver. C'est ça, en fait, l'idée très, très simplement. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, effectivement, quand vous êtes dans une région donnée, de pouvoir regarder et de comparer en fait, les différentes possibilités de visite en fonction de la localisation, mais également des dates, et d'avoir vraiment toutes les informations qui sont à jour pour chacun des sites. Et de réserver, du coup, un billet en ligne très simplement. Comment vous est venue l'idée de ce portail, en fait ? Alors moi, je suis originaire de Quimper et pour des raisons professionnelles, j'ai été amené à bouger assez rapidement après mes études. Et donc, en fait, je faisais beaucoup de routes pour rentrer à Quimper. Et sur la route, j'aime bien visiter. Je suis un amateur de patrimoine parce que j'ai un peu grandi là-dedans. Et je cherche chaque fois des sites de visite. Et c'est vrai qu'en fait, sur Internet, il faut quand même bien fouiller pour trouver un peu les horaires, les dates d'ouverture des différents châteaux qui ne sont pas toujours très, très visibles. Et donc, en fait, l'idée m'est venue de me dire, mais il n'y a pas un site un peu qui rassemble vraiment toute cette offre, qui permet en seulement quelques clics de zoomer sur une zone géographique et de voir ce qui est ouvert au moment où je passe. Alors, vous avez une actualité dense. Vous venez de déménager dans les locaux de la Fondation du patrimoine et puis vous travaillez à un pass patrimoine annuel, c'est ça ? Tout à fait, oui. En fait, comme on est une jeune start-up, on est d'abord passé par les locaux de l'incubateur de l'Université Paris-Dauphine, où j'étais étudiant. Et là, récemment, donc on engage un partenariat avec la Fondation du patrimoine pour lancer un pass patrimoine. Et donc, la Fondation, pour pouvoir mieux travailler ensemble, nous accueille dans ses bureaux. Là, donc, on y est depuis début avril. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de lancer un pass patrimoine. Donc, c'est un abonnement. Ce sera quoi, un abonnement ? Voilà, tout à fait. Un abonnement annuel qui permettra donc aux abonnés de visiter de façon illimitée tous les monuments qui seront référencés sur notre site pendant 1 an. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, à qui s'adresse votre site ? C'est tout le monde ? Le profil des gens qui peuvent y aller, c'est quoi ? Les familles, plutôt, peut-être ? Alors, oui, nous, généralement, le public qu'on a sur notre site, c'est effectivement plutôt un public familial qui, quand même, qui aime bien un peu s'organiser, donc de prendre ses visites à l'avance pour être sûr d'avoir sa place dans la visite guidée. Donc, nous, généralement, on a un panier moyen avec 3-4 visites en moyenne. Et puis sur les tranches d'âge, comme nous c'est tout en ligne, c'est vrai qu'on a un public qui est plutôt entre, disons, 25-50 ans. Français, européen aussi Alors on a 80% de francophones et 20% de non-francophones. Donc et là-dedans, on a une bonne grosse moitié d'anglophones. Et puis vous essayez de démarcher, de sensibiliser également les comités d'entreprise, bien sûr, parce que forcément ça peut s'y prêter. Tout à fait, et notamment dans le cadre du Pass Patrimoine, puisque les comités d'entreprise, leur mission, c'est tout ce qui est activité sociale et culturelle pour leurs salariés. Nous, l'idée, c'est d'encourager les entreprises justement à proposer à leurs salariés des offres d'abonnement pour découvrir le patrimoine à la fois local autour de chez eux et en même temps en partant en vacances dans d'autres régions de la France.
J'ai essayé de regarder, Merci France 3 beaucoup. Bretagne n'est pas encore référencé sur... Ah ben non, mais vous pouvez en parler à votre comité d'entreprise, oui, tout à fait. on va faire ça. Si on veut référencer un lieu, on peut vous contacter et puis demander... je vais demander ça, France 3 Bretagne. Il y a du patrimoine ici, hein, vous saviez. Merci Catherine. Alors on va pour toutes les infos complémentaires sur votre site patrivia.net. Merci Maunoir. Vous, c'est pas un passe patrimoine que vous proposez, c'est un passe bonne humeur à l'année, hein, c'est un peu ça. Margot et Florian, vous êtes responsables du bistrot épicerie Le Mélardi, un bistrot qui n'est pas tout à fait comme les autres à Locmelar. Racontez-nous un petit peu cette belle histoire. Il s'agit de quoi exactement? C'est un bistrot, mais c'est pas seulement un bistrot. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Du coup, effectivement, on l'a appelé pendant longtemps un bistrot et pas que. L'idée, en fait, c'était avant tout de pouvoir amener de l'activité dans un village, dans une commune, et puis surtout un lieu de vie, comme on pourrait en avoir aujourd'hui. Ici, dans une commune où il n'y a plus de commerce depuis longtemps, et du coup, plus de lieux quotidiens où les personnes peuvent se retrouver. Donc on va dire que le bistrot est un prétexte parce qu'en fait on aime tous aller au bistrot et boire un verre et voilà, c'est quelque chose d'assez universel. Et donc là on le développe sous la forme d'un bistrot et d'une épicerie de proximité avec l'idée d'amener aussi les produits locaux. On est assez bien fournis dans le coin du Finistère en termes de production. Et voilà, d'amener les gens à découvrir de la production locale et puis d'avoir une épicerie de dépannage sur notre volet économique et également de lier ce lieu à toute une activité sociale et socio-culturelle avec nous des envies personnelles qu'on a d'amener des spectacles, mais également d'ouvrir cet espace aux personnes qui le souhaitent pour proposer des ateliers en tout genre. Voilà. Donc on va avoir du chant, on va avoir du pilate, on va avoir du dessin, on va avoir... Voilà. Les gens viennent nous voir pour proposer des choses, donc c'est chouette. C'est fait fabuleux, ça. Alors, Florian, c'est vraiment le projet de tout un village. On sent une mobilisation. Les gens ont envie que vous vous installiez, les gens ont envie que vous soyez là. Bah oui, c'est une vraie aventure humaine, hein, avant tout. Je pense que c'est pour ça qu'on a fait aussi ce projet-là. Là, on voit le film qui passe derrière nous. En fait, on a tout un panel de gens qui sont derrière nous. Ça va de Louise, là, qui a 80 ans, jusqu'aux jeunes de Locmelar qui attendent ça. Là, pour le film, on a eu envie d'avoir une sorte d'engouement, un petit côté aussi décalé western pour faire la promotion de l'épicerie. Nous, ce qu'on recherchait, c'était un lieu où les gens se sentent bien, qu'ils puissent se l'approprier. On a fait des chantiers participatifs pour rénover le lieu aussi. Les gens mettent la main à la pâte, ils donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Même pour le nom, on a fait une urne pour avoir le nom. Ce nom, le Mélardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on est à Locmelar, hein, donc déjà on est à Saint-Mélar, donc, et puis on cherchait un nom un peu comme qui a un sens avec l'histoire du lieu. Et Mélardite en breton, ça sonne bien, ça veut dire je te dis. Donc je te raconte pas. Et nous, le Mélardite, c'est un lieu vraiment où on se dit des choses, où on se raconte des choses, où on se donne des nouvelles, où on rencontre son voisin. Un vrai lieu de vie du village, un lieu central du village. Alors c'est un lieu qui va ouvrir officiellement, on va dire, le 21 juin, hein, c'est ça, jour de l'été, vous ne pouvez pas mieux trouver pour le côté festif. Et vous lancez donc depuis quelque temps un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez besoin de 8 500 €, c'est ça? À quoi va servir cette somme? C'est ça. Alors en fait, donc c'est une partie de notre budget d'investissement. On n'a pas présenté, mais en fait le lieu, donc le local a été rénové par la municipalité, qui est très engagée également dans le projet, donc qui a fait vraiment les rénovations de mise aux normes et d'ouverture de cet espace qui n'était pas du tout un commerce auparavant. Et donc nous, on a créé une société coopérative. Donc Florian et moi sommes les gérants, mais on est 18 associés, donc voilà, on n'est pas tout seul. Et pour ça, on a besoin d'à peu près 54 000 € d'investissement, que ce soit pour du matériel, pour de l'équipement mobilier, pour du stock, voilà, pour démarrer en tout cas. Et donc ces 8 500 € sont une partie de cet investissement. Et là, qui va nous servir notamment à rénover un local de stockage et puis à financer du matériel pour la cuisine et pour le bar. Voilà, donc on est à J-11. Ouais, oui. Voilà, ça finit le 18 mai, il nous reste 25% à récolter. Donc voilà, on compte, si chacun veut donner un coup de pouce, voilà, c'est une manière de donner un petit coup de pouce, et même tout petit, voilà, ça nous fait plaisir, et puis ça sera utilisé avec bon élan. Voilà. Et puis si vous dépassez la somme, parce que ça peut arriver, vous voulez faire quoi? Vous voulez proposer, parce que vous voulez aussi proposer des séances cinéma, c'est ça?
C'est ça, voilà. Si on dépasse la somme, en fait, ce lieu, on se dit, Locmelar fut un temps à passer beaucoup de cinéma. Dans des endroits qui sont maintenant détruits. Et donc on se dit pourquoi pas remettre ça un peu au goût du jour. Et donc ça pourra servir pour acheter une projection de qualité. C'est formidable. Du patrimoine culturel. Voilà, c'est magnifique. Et ouais, patrimoine culturel. Sur le réseau aussi. Oui, voilà. Bistrovia. Moi, je vais faire Bistrovia, qui recense tous les bistrots aussi de Bretagne. Il doit y en avoir pas mal aussi. Et pourquoi pas. Ça existe. On est sur le circuit des enclos paroissiaux qui sont du patrimoine reconnu. Et nous, c'est le plus petit enclos paroissial, paraît-il, mais pour les connaisseurs... Et le plus beau. Pour les connaisseurs, qui a de l'intérêt, en tout cas. Pourquoi vous avez choisi ce lieu de Locmelar? Parce que vous êtes originaire de Loire-Atlantique. Bon, à la limite, vous avez eu un coup de cœur précisément pour ce lieu? En fait, oui, on cherchait un lieu où s'installer. Nous, c'est un projet qu'on a dans notre tête depuis déjà 2 ans. Et puis on avait entendu parler de Locmelar, plus de bouche à oreille. On nous a dit mais allez voir, c'est un village quand même, il se passe des choses, c'est dynamique. Et ils viennent de racheter l'ancienne maison paroissiale, la mairie vient de racheter l'ancienne maison. Vous devriez aller rencontrer le maire et puis les habitants. Et vraiment on a eu un coup de cœur, on est arrivé là, je me souviens, c'était le coup de cœur, janvier 2017. Super bien accueilli. Très bien accueilli. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On invite tous les Bretons à participer à votre projet en se rendant sur la plateforme Kengo. C'est déjà la fin de cette émission, dites donc. Mais ça passait super vite. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain, mercredi à 10h50. En ce jour férié, nous nous intéresserons au vin à consommer avec modération, bien sûr. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional Kenavo.